Bonjour, ici Nicolas Felsimang, Jean-François Rioux et Mireille Poulain. Nous sommes de la commission jeunesse de la MRC Les Basques et tous les trois, nous sommes du sous-comité vie démocratique et économique. Nous avons voulu poser des questions aux candidats concernant les enjeux qui touchent les jeunes pour la campagne électorale 2014. Je m'appelle Étienne Massé, j'ai 23 ans, je viens de Saint-Azar de Témiscouata, tout de suite à côté de Cabano, Notre-Dame-du-Lac, dans ce coin-là. J'ai fait mes études à Québec, mais je suis présentement encore aux études à Québec. J'ai commencé par faire un diplôme d'études collégiales en technologie forestière au Cégep de Sainte-Foy. Donc, c'est ça, j'ai une formation de technicien forestier. Puis, présentement, je suis à l'Université Laval en aménagement et environnement forestier. Mon but, c'est de devenir ingénieur forestier. Puis, je compte continuer par la suite là, faire une maîtrise là, encore à l'Université Laval, mais dans un domaine relié là, à l'hydrologie, environnement, là, peut-être tourbière. C'est un sujet qui me passionne beaucoup. Jusqu'à maintenant, j'ai fait mes stages là-dedans, puis cet été, je vais encore faire un stage à Rimouski, au BIC, dans les tourbières, là, en réaménagement, remise en production de tourbières, là, que ça s'appelle. Puis l'environnement, c'est ça, c'est quelque chose qui me passionne beaucoup, la nature. Je suis quelqu'un qui a tout le temps vécu dans la forêt, là, quand j'étais à Saint-Nazaire. Puis j'ai aussi un héritage là-dedans, là, mon grand-père, mon arrière-grand-père, ça a tout le temps été relié à la foresterie dans la famille. Puis aussi un peu à la politique, parce que dans le fond, arrière-grand-père, grand-père et même ma mère est présentement mairesse de Saint-Alzéar. Donc, de génération en génération, là, on a un peu ce sang-là politique. Disons que quand j'étais jeune, je m'en entendais beaucoup parler, donc j'ai tout le temps été un peu politisé. Puis, je me suis fait une opinion là-dessus, de la politique. Puis, après les événements là, du printemps 2012, j'ai décidé un peu de m'impliquer parce qu'il y a des choses en politique qui m'intéressaient moi, que je trouvais triste un peu à voir, puis je voulais que ça change. Fait que quand Option nationale a été créé, j'ai décidé de m'impliquer dans le premier conseil exécutif dans Jean-Talon, ma circonscription à Québec. Puis j'ai été coordonnateur à mobilisation, je m'impliquais là-bas, puis je le fais encore présentement là, aux communications, mais un peu moins pendant que j'étais en campagne comme candidat. Je trouvais ça comme un défi, c'était vraiment la suite logique des choses pour moi de m'impliquer là, comme candidat. Puis je trouvais ça très important de le faire ici au Témiscouata, parce que je regardais comment ça se déroulait, je voyais comment les jeunes, l'exode un peu qu'il y a. Puis je pense que c'est important un peu de recentrer là, les intérêts vers les régions, là, un peu amener un peu plus de pouvoir. C'est ce que je veux faire avec l'Option nationale, dans le fond, là, un peu plus parler des régions, puis amener ma vision de la foresterie un peu dans la région, dans les basses Témiscouata et Rivière-du-Loup. Pour vous, là, quelles sont les plus grosses priorités de la jeunesse dans la circonscription? C'est certain, quand on regarde les raisons pourquoi les jeunes s'en vont, bien, comme moi je l'ai fait pour les études, c'est certain qu'on aimerait ça que les gens, quand ils partent pour étudier, ils reviennent ensuite pour travailler dans la région. Je pense que c'est la principale préoccupation parce que c'est bien beau aller étudier en foresterie, mais si je vais revenir puis il n'y a même pas de job en foresterie ou s'il n'y a pas de job dans le domaine dans lequel je vais étudier ailleurs, l'intérêt des jeunes pour revenir n'est pas là. Ce qu'on s'est rendu compte chez Option nationale, c'est qu'il manquait un peu de pouvoir de décision de la région dans les investissements qu'ils faisaient aussi. Souvent, on nous promet de l'argent dans certains domaines. C'est des questions plus électorales. C'est pour gagner l'élection, pour se faire élire comme député. Puis c'est ça qui se passe en région souvent. Tandis que chez Option nationale, la chose que je trouve importante pour les régions, c'était la décentralisation. Donc, ce qu'on veut, c'est regrouper un peu des centres régionaux, centres de santé, services sociaux, les créer, ainsi que les commissions scolaires, restructurer ça, puis donner un peu plus de pouvoir à ces centres régionaux-là, qui auraient un peu d'argent à investir, dans le fond. Il y aurait de l'argent à investir dans la communauté directement. On pourrait le permettre aux gens de la région. Dans le fond, c'est qui connaît le mieux la région que les gens qui y habitent. On est tout le temps rendu où ce que l'argent est décidé à l'avance ailleurs où ce qui va être investi dans la région, tandis que les gens des régions ne sont jamais écoutés. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils veulent vraiment, puis on n'investit pas dans ce qu'ils veulent vraiment. C'est pour ça que je trouvais ça important chez Option nationale, cet aspect-là de décentralisation. Puis avec des budgets qui seraient dégagés, exemple avec la nationalisation des ressources naturelles, on pourrait amener de l'argent dans la région, puis leur dire hey, vous investissez dans ce que vous pensez qui est le mieux pour vous. Puis les personnes qui seraient sur ces conseils régionaux-là seraient élues par la population directement. Là. Ils ne seraient pas élus là, ou nommés par les gouvernements en place là, à Québec. Là. Bien, les jeunes ont une longue vie devant eux, puis quand on voit les défis qui se présentent à notre siècle, ben on peut se poser des questions sur les politiques justement de développement des ressources naturelles, d'exploitation, sur l'environnement, etc. C'est quoi votre programme à Option nationale pour un futur durable?
C'est certain que chez Option nationale, on est vraiment plus axé ressources naturelles, exploitation, mais dans le sens d'une nationalisation, c'est pas nécessairement une société d'État, c'est qu'on serait actionnaire majoritaire. Ce qu'on pense, dans le fond, ce qu'on croit, puis ce qui est normal, je pense, c'est que les ressources naturelles au Québec qui appartiennent à tous les Québécois. C'est pas quelqu'un qui a inventé ça, c'est pas une machine que quelqu'un a inventée. C'est là, puis ça appartient à tout le monde sur tout le territoire. Fait que sur ce côté-là, on est très du côté de l'égalité. On pense que les profits issus des ressources naturelles ne devraient pas aller à des compagnies privées étrangères. On pense qu'ils devraient aller à tous les Québécois. Puis, accès avec le secteur privé qui, lui, ferait l'exploitation, ce qui est présentement le cas, au lieu de, ce qui est présentement le cas. La différence, c'est que ce serait le Québec qui serait actionnaire majoritaire, c'est lui qui ferait le principal des profits, au lieu que ce soit une compagnie étrangère qui engage juste des compagnies privées du Québec pour faire le travail. Dans cette optique-là, on a aussi des politiques qui sont axées beaucoup sur, exemple, pour nous, l'agriculture, les terres agricoles et l'eau seraient des priorités nationales, ça serait un patrimoine naturel. Donc, tout le développement durable du Québec serait axé dans cette optique-là aussi. C'est pourquoi, exemple, l'oléoduc, nous, on est contre. Parce qu'on pense que c'est très dangereux, on trouve que c'est pas assez sécuritaire. Ce qu'on se rend compte qu'ailleurs dans le Canada, il y a eu des milliers de déversements. Puis ça, c'est juste depuis l'an 2000. Bon, nous autres, on n'est pas d'accord avec ça, parce qu'en plus, ça ne profitera pas aux intérêts du Québec. On va créer de l'emploi pendant 3 ans pour une petite partie de la population, parce que la majorité des gens qui vont travailler là-dessus, c'est des gens qui sont des spécialistes qui arrivent d'Alberta pour faire l'oléoduc. Donc, nous autres, on ne voit pas l'intérêt du Québec là-dedans. Ce qu'on voit comme intérêt du Québec qui serait durable à l'avenir, on le sait, le pétrole, à un moment donné, il va tellement coûter cher qu'on va avoir pas le choix de passer à l'électricité. On n'aura pas le choix de passer à l'hydrogène ou à d'autres projets d'avenir, des nouvelles ressources, des nouvelles exploitations. Moi, ce que je vois en foresterie, ce qu'on apprend dans nos cours, c'est la nanocellulose. Ça, c'est l'avenir. Ça a été développé à l'Université Laval. On prend la fibre du bois, puis on en extrait la cellulose avec la lignine, puis on peut faire des ailes d'avion qui sont 5 à 10 fois plus résistantes que l'acier, mais qui sont malléables. Donc ça c'est des industries d'avenir dans lesquelles on pense qu'on devrait investir au Québec, puis surtout en région, parce qu'ici, il y en a du bois. Il y a plein de producteurs privés, des gens qui ont des lots à bois, puis qui ne réussissent pas à vendre leur bois parce que le marché n'est pas assez haut. Tandis que si on amènerait une industrie comme ça ferait augmenter le prix du bois. Puis ça permettrait aux gens sur le terre privée de vendre leur bois à ces industries-là, qui seraient là pour longtemps, parce que c'est ça l'avenir. L'avenir pour nous, là, il n'est pas dans le pétrole, il est vraiment dans le développement durable, dans les ressources renouvelables. Anticosti, qu'est-ce que vous faites avec? Anticosti, chez Option nationale, ce qu'on croit, c'est qu'il devrait avoir un moratoire complet sur les gaz et les pétroles de shale. Ce qu'on a trouvé dommage avec le Parti québécois, c'est qu'ils ont mis un moratoire juste sur les plaines du Saint-Laurent, tandis qu'il n'y en a pas eu en Anticosti. C'est comme si on disait, là-bas, il y a juste 240 personnes, ils n'ont pas un poids assez grand pour que ça ne vaille pas la peine de faire un moratoire. Pourtant, il n'y a pas encore d'études qui ont démontré que l'exploitation des gaz et des pétroles de shale n'est pas néfaste pour l'environnement. Il y a des études de grands géologistes québécois, maintenant à la retraite, je ne me rappelle pas exactement de son nom, mais ça, Pierre Durand peut-être, qui nous disait que l'exploitation des pétroles de shale sur un endroit comme Anticosti, c'est comme dans le Dakota du Nord aux États-Unis. Le sable qui est en dessous des nappes et des poches de gaz et de pétrole de shale est tellement perméable que le gaz passe au travers quand on commence à envoyer l'eau pour faire la fracturation hydraulique. Ce qui se passe, en réalité, c'est qu'on récupère entre 2 et 5 % du pétrole et du gaz qui est disponible. Moi, je trouve pas ça normal qu'on accepte de faire des projets comme ça. On va aller exploiter quelque chose qui va juste nous rapporter 2 à 5 % du pétrole qui est là, puis le reste va se perdre dans la pratique. Moi, je ne considère pas ça sécuritaire. Puis, chez Option nationale, on est pour un moratoire. Tant qu'il n'y aura pas des études qui vont nous démontrer qu'on est capable d'exploiter de bonne façon cette ressource-là, on ne devrait pas l'exploiter. Puis, ce que ça fait, c'est que les industries vont s'installer là, ils vont faire un trou pendant 3 ans, ils vont ramasser du pétrole. Puis, aussitôt qu'ils vont baisser en bas de 2 à 1 % de récolte, ils vont fermer le puits, ils vont en faire un autre à côté. Ça nous crée un damier. L'île d'Anticosti va être damée au complet, puis on va avoir perdu 90 % du gaz qui est là. Si on n'est pas capable d'exploiter comme il faut, ça ne vaut pas la peine. Est-ce que vous avez un plan de match, un plan de développement ou quelque chose comme ça pour les ressources renouvelables? Présentement, on est en train de travailler sur une charte du bois qui, dans le fond, ça l'encadrerait les constructions en bois. On mettrait les normes, dans le fond, pour l'exploitation, mais aussi pour l'utilisation de la ressource première, deuxième, troisième transformation. On est en train de travailler là-dessus. On a commencé à travailler là-dessus, moi, puis un autre candidat de l'Option nationale, Jean Bouchard, qui est dans Montmorency, qui était aussi à la faculté de foresterie avec moi. Lui, étudie en opération forestière. Puis, ce qu'on veut vraiment, c'est d'amener le bois à être une ressource plus utilisée que présentement. Parce qu'on sait, la majorité des constructions est encore faite en béton ou en acier, tandis que le bois, c'est une ressource justement qui est renouvelable. Puis, on serait intéressé à ce que le Québec
aille de l'avant dans l'utilisation de la ressource. Mais ça, toujours dans l'optique d'un développement durable. Puis ça a tout le temps été clair. Oui, on est pour la nationalisation des ressources naturelles, développement durable, mais il faut tout le temps qu'on respecte chacun des parties, que ce soit économique, que ce soit social ou environnemental. Il faut qu'on soit à part égale. Puis on veut pas, on n'est pas pour qu'une industrie vienne puis tire de la couverte de son bord. On veut être le plus juste et équitable dans chacune des facettes de ça. Ça, on est clair là-dessus. Puis de développement durable, on peut parler aussi d'agriculture, dans le fond, parce que on peut appeler, quand je disais patrimoine naturel, les terres agricoles, ça en est aussi une espèce de ressource renouvelable, les terres agricoles, parce qu'on peut planter, on peut faire de l'agroforesterie, puis utiliser les terres, dans le fond, à long terme, comme ça, en développant là, des marchés là, pour l'agriculture qu'on n'avait pas encore. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que le Québec gagnerait, exemple, à avoir une souveraineté alimentaire, parce qu'on pourrait mieux afficher les produits locaux pour que les gens, au lieu d'acheter, exemple, leurs carottes, leurs légumes ou même leurs patates ailleurs dans le Canada, ils pourraient les acheter d'ici, moins de transport, donc plus écologique aussi. Je vais juste revenir sur la question de la foresterie. Est-ce que votre plan, est-ce que j'en comprends qu'on prévoit faire plus d'exploitation, d'exploiter plus de forêts? On n'est pas nécessairement dans l'optique d'exploiter plus de forêts, dans le fond. Présentement, la possibilité forestière est déterminée par le forestier en chef. Puis, on constate que c'est quand même bien fait, surtout avec les nouveaux modèles de concertation publique qui ont été établis avec les tables GIR. Puis, présentement, là, ce qui est établi comme possibilité forestière, je pense pas qu'on devrait couper plus que ça, parce qu'on veut quand même que la ressource elle repousse. Les arbres doivent repousser. L'idée, c'est plus que les produits, le bois qui est exploité au Québec, il ne reste pas tout au Québec. On en envoie beaucoup, une bonne partie en Chine, il y a beaucoup d'exportations. On les envoie là-bas, ils font des chaises, puis nous les renvoient transformés. Ça, c'est quelque chose qu'on voudrait là, vraiment changer. On voudrait que le bois qui est coupé au Québec soit utilisé au Québec. Puis aussi dans le développement là, du nouveau régime forestier, une chose qui est importante, c'est les aires d'intensification de production ligneuse. Il y a des zones qui sont axées plus sur l'écologie, des zones plus de conservation. Il y a aussi des zones sur lesquelles on extrait plus sur la foresterie. Ça se fait déjà en Norvège, puis beaucoup en Finlande. Peut-être pas autant qu'eux autres, parce qu'eux autres font de la monoculture, ils font des grandes superficies juste de plantation. On n'est pas nécessairement pour ça. Mais des endroits où on voit que les types de stations, la qualité de station est très forte, on a une bonne productivité forestière, on pourrait justement axer plus, on ferait des lagages là, on intensifierait les exploitations là. Quand vous parlez de stations, c'est des stations où vous faites un inventaire forestier dont vous parlez? Quand je parle de station, souvent, c'est plus axé sur le type écologique puis sur la qualité du sol, le drainage. C'est ce qui fait que la station va souvent être plus productive. Est-ce que vous prévoyez faire plus d'aires protégées ou pas? Oui, on prévoit qu'il va y avoir plus d'aires protégées. Présentement, ce qu'on a l'impression chez Option nationale, c'est que les aires protégées, ils nous les promettent toutes dans le nord du Québec. Tandis que ce qui serait important, c'est qu'il y ait des aires protégées qui soient représentatives au moins au pourcentage des différents types forestiers et des types écologiques. Parce que là, on nous prévoit des aires protégées qui vont quasiment toutes être dans le nord, à des endroits où il n'y a même pas de forêt. Je crois que c'est pas normal. Il doit y avoir des aires protégées aussi dans le sud du Québec. L'utilisation des terres à autre fin que l'alimentation humaine, qu'est-ce que vous pensez de ça? Puis comment vous voyez cette utilisation-là en lien avec une autre fin que l'alimentation humaine des terres agricoles? C'est certain, ce qu'on prioriserait, nous, chez Option nationale, c'est l'alimentation dans ce principe-là de souveraineté alimentaire. Je pense qu'avant de faire de l'éthanol avec du maïs, je pense qu'il faut commencer par nourrir les gens. Ça, c'est une chose quand même très importante. Puis, dans l'optique, justement, là, d'éthanol, je ne crois pas nécessairement que l'éthanol, c'est le domaine d'avenir, parce qu'on sait, là, des terres agricoles, ils s'en coupent partout, puis au Brésil, on coupe des forêts en entier pour planter du maïs, pour faire de l'éthanol, pour faire de la nourriture pour les bovins. Les terres agricoles, ça devrait être priorisé vraiment pour tout ce qui est alimentaire. Il y a d'autres façons de faire de l'énergie. L'électrification des transports, c'est quelque chose qui nous tient à cœur chez Option nationale. Puis on serait aussi pour une étude, exemple, pour un monorail suspendu qui relierait les régions du Québec. C'est sûr que ça ne se fait pas du jour au lendemain, passer, exemple, des pétroles fossiles, même de l'éthanol, à des ressources qui sont juste électriques.
c'est quelque chose qui se fait à long terme, mais c'est quelque chose qu'il faut penser d'avance parce que c'est pas quand que le pétrole va être à 5 sous le litre, que 5 $ le litre, je veux dire, qu'on va devoir y penser. Il faut y penser tout de suite. Puis c'est un plus grand défi encore en région parce que on est éloigné, on ne peut pas avoir des services d'autobus comme en ville. Donc, c'est certain qu'il faut réfléchir à des choses comme ça. Ce qui s'est fait en France, c'est qu'ils ont inventé des voitures électriques à laquelle ils changeaient les batteries. Donc, demain, on aurait des réseaux comme ça, exemple à Rivière-du-Loup-Rimouski, qui nous permettraient d'avoir accès à ce genre de service-là. Une voiture électrique qui pourrait parcourir de grandes distances, puis à laquelle on arrive à la station-service, on fait juste changer la batterie, puis on continue. Ce genre de principe-là pourrait être facilement établi. Ce n'est pas très compliqué à installer. On n'aurait pas besoin de remplacer toutes les stations-service, mais on aurait des points principaux qui nous permettraient de se promener avec des voitures électriques. Ça, c'est une des avenues du futur qu'on pense devrait être développée. Et pour des utilisations de la biomasse, par exemple, pour faire de l'énergie quand même, et de l'énergie renouvelable, qu'est-ce que vous en pensez? Dans le programme national, dans le développement économique, avec le développement de la nanocellulose, comme j'ai discuté tout à l'heure, il y aura aussi la biomasse forestière. C'est certain que la biomasse, c'est un autre domaine d'avenir. Puis, quand je disais qu'on aimerait ça qu'ils ouvrent une usine, exemple de nanocellulose, pour aussi ouvrir une usine de biomasse. Ce qu'on se rend compte, puis même avec les agriculteurs du Bas-Saint-Laurent, il y a des projets qui se discutent présentement pour remplacer toutes dans le fond, les bouilleuses qui sont au mazout, les remplacer par des granules. Ça, c'est quelque chose que je trouve très important. Dans le fond, on réduirait les émissions de gaz à effet de serre, puis en plus, on utiliserait la ressource bois qui pourrait être très, très bénéfique. Puis, dans le fond, la granule, ça se fait avec pratiquement toutes les sortes de bois. Là. Et ici, à Saint-Paul-de-la-Croix, surtout, on a un projet de biomasse avec le saule, en passant. Fait que ça, c'est une espèce qui croît très vite, puis c'est sur des champs agricoles. J'imagine que ça ferait partie de vos plans aussi de promouvoir ça. C'est certain. Dans le fond, moi, je classe ça dans la catégorie agroforesterie. Dans le fond, les agriculteurs, eux autres, le saule, ils pourraient dire « Ah, c'est quasiment de la vermine, puis là, ça se propage nos terres agricoles », tandis que, exemple, ce qu'on voyait avec les bassins versants, ça s'est fait dans la région de Pont-Neuf, la qualité de l'eau est souvent pointée du doigt du côté des agriculteurs à cause de la fertilisation. En foresterie, c'est plus la sédimentation qui a fait la qualité de l'eau. Puis, dans cette optique d'agroforesterie, exemple, on dit à un agriculteur, bien, les saules qu'on mettrait sur le bord de tes cours d'eau, dans le fond, qui sont sur le bord de tes champs, bien, ils vont drainer, dans le fond, la fertilisation que tu fais. Ils vont rendre la qualité de l'eau meilleure. Puis en plus, tu pourrais les vendre justement à des usines de biomasse et où on pourrait enlever des taxes sur ces parties-là parce que ensuite, l'usine qui va traiter l'eau pour la ville, elle va avoir moins de traitement à faire parce que la qualité de l'eau va être filtrée par ces arbres-là. Fait que ça, c'est quelque chose qui serait une bonne avenue aussi, là, je trouve importante. Il y a toujours la question de... est-ce qu'on fait de l'agroforesterie mur à mur ou bien non? Est-ce qu'on y va de façon intelligente ou de façon à mieux utiliser le territoire en soi? Bien, c'est certain que de l'agroforesterie là, complète, je crois pas que c'est nécessairement bénéfique. Justement, quand je disais tout à l'heure qu'on voulait que les champs agricoles soient priorisés pour l'alimentation, c'est sûr que c'est vraiment plus les marges. Puis il y a des zones agricoles qu'on voit, puis j'ai travaillé sur des fermes à ramasser des roches, puis des fois, là, il y a des agriculteurs pour une petite parcelle de terre, même si elle est sur le bord d'une rivière, ils vont aller la chercher parce que ça correspond à du maïs ou du blé qu'ils vont pouvoir aller chercher. Même s'ils en font pas beaucoup dans cette zone-là, ils vont quand même aller le chercher. Si on peut convaincre ces agriculteurs-là que cette zone-là qui est plus humide, qui est en bordure d'un cours d'eau, qu'on l'utilise pour le saule, exemple, ou pour l'agroforesterie, je pense que c'est quand même une très bonne chose. Je ne dis pas de remplacer tous les champs par du saule, mais si on peut utiliser les parties qui sont justement déjà moins efficaces pour l'agriculture, puis faire autre chose avec qui serait bénéfique pour l'environnement, les milieux humides, bien, c'est une très bonne chose. Si vous êtes élu, qu'est-ce que vous allez faire pour favoriser la participation des citoyens entre les élections, c'est-à-dire une démocratie plus participative? Chez Option nationale, dans le fond, on est pour un scrutin de mode proportionnel, dans le fond, qui ferait que
tous les partis qui reçoivent des votes pourraient avoir une chance d'avoir un député à l'Assemblée nationale. Puisque ce qu'on trouve important là-dedans, c'est un peu de casser le bipartisme là, qui fait que les gens se sentent obligés de voter stratégique ou pas. Les gens, dans le fond, au final, ils aimeraient ça voter pour un parti, mais ils se disent « Ah, on peut pas parce qu'on ne sera pas représenté. » C'est sûr qu'on serait pour ce mode de proportionnalité-là. Puis, plus concrètement sur le terrain, avec un gouvernement d'option nationale, des citoyens qui, une pétition, exemple, qui ramasserait 5 % de la population du Québec, devrait être étudiée par l'Assemblée nationale obligatoirement. Donc, les citoyens seraient encore plus motivés à faire des pétitions parce que ce ne serait pas juste une idée, un député qui appuie une pétition. C'est vraiment obligatoire à l'Assemblée nationale avec 5 % de la population qui signe une pétition. On devrait en discuter à l'Assemblée nationale. Puis, ce qu'on prône beaucoup chez l'Assemblée nationale, c'est la pédagogie de l'indépendance, ce que je n'ai pas encore parlé beaucoup. La pédagogie de l'indépendance ne se fait pas juste en élection. On n'est pas là pour convaincre les gens de voter pour l'indépendance puis de nous aller pour ça. Là. On est là pour en discuter avec les gens. Puis ça fait 19 ans depuis le dernier référendum, il y a 2 millions de personnes âgées entre 18 et 35 ans qui n'ont jamais voté pour l'indépendance puis qui n'en entendent pratiquement pas parler. Ce que je veux, puis ce qu'on veut chez Option nationale, c'est rencontrer les gens. Puis pas juste présentement pendant que je suis candidat. Là. Ce que je fais à Québec quand je suis dans Jean Talon, entre les élections, c'est convaincre les gens que l'indépendance, c'est bon. Puis présentement, en tant que candidat dans Rivière-du-Loup-Témiscouata, je m'engage aussi, avec toutes les votes qu'on ramasse, ça nous amène de l'argent, mais ça ne nous amène pas juste de l'argent pour la prochaine élection, ça nous amène de l'argent pour être visible. Puis ce qu'on compte faire aussi avec la Charte du bois, puis l'indépendance, c'est de faire le tour. On va aller dans des écoles, on va faire des conférences, on va parler de l'indépendance, puis on va convaincre les gens que c'est une bonne chose. Parce que c'est ça qui manque au Québec, la pédagogie de l'indépendance, la pédagogie de l'implication citoyenne, puis de dire « Hey, ces gens-là, si vous voulez voter pour nous, là, vous allez pouvoir être mieux représentés au sein de l'Assemblée nationale, mais aussi dans votre comté. » Mais justement, ici, dans le comté, mettons qu'il y a un grand projet, on ne parlera pas du port pétrolier, mais un autre, la 185, ou un projet d'éolienne, tout ça. Comment vous, comme député, vous allez consulter la population pour faire en sorte qu'elle ait son mot à dire dans ce projet-là? Moi, je serais pour, exemple, je serais élu député, puis qu'il faudrait se positionner sur une question, justement, l'autoroute verte, on la finit comment, on la finit quand, ou tout autre nouveau projet, j'irais rencontrer, puis je créerais des rencontres, dans le fond, paroissiales. On irait dans chacune des paroisses, puis on rencontrerait les gens, on les inviterait, invitation populaire à venir donner leur point de vue. On peut comparer ça un peu au BAP, mais plus local. Parce que ce qui est important, c'est pas juste de voter pour un candidat, puis que cette personne-là fasse juste faire ce que le parti veut. Ce qui est important, c'est que la personne qui est élue par la population soit aussi à l'écoute de chacune des personnes, puis qu'on consulte. Moi, je crois, dans le fond, qu'on devrait consulter les gens plus souvent. Ce que les gens nous diraient, c'est « Ah, parlez pas de référendum, ça coûte cher, faire des référendums. » pour que les gens donnent leur opinion, mais juste aller dans la population puis faire des assemblées. Hey, venez dire votre point de vue à votre candidat, il va vous écouter, puis il va porter votre voix à l'Assemblée nationale. C'est ce que je m'engagerai à faire là, si je suis élu, puis c'est même ce que je m'engage à faire comme candidat. Même pour les 4 prochaines années, là, je vais être là avec les gens, puis je vais aller rencontrer les gens, puis je vais être à l'écoute de ce qu'ils veulent. Là. Parlons de la souveraineté. Et quels seront les avantages, surtout pour les gens ici? Ce que je crois, c'est que l'indépendance, ça va être profitable à tous les Québécois. C'est pas une question d'être vieux, d'être jeune, d'être de gauche, de droite, peu importe la religion qu'on a, peu importe d'où ce qu'on vient, la souveraineté du Québec, l'indépendance, c'est quelque chose qui va profiter à tous les Québécois. Puis la meilleure illustration qu'on peut démontrer de ça, pour dire qu'on est différent du Canada, ça va être économiquement, puis aussi un peu culturellement, c'est juste de voir la vague orange qu'il y a eu aux dernières élections fédérales. Même si le Québec vote tout pour le même parti, on n'a même pas la majorité. On n'a même pas notre poids représenté. Puis le NPD présentement, ils n'entendent pas parler d'eux autres à l'Assemblée nationale. On entend juste parler des conservateurs, puis ils peuvent faire ce qu'ils veulent, puis même pas tenir compte du Québec parce qu'on n'a même plus de poids dans le Canada. Donc, je crois que en faisant l'indépendance du Québec, on aurait avantage à ramener nos lois, nos impôts, nos traités, puis on pourra nous autres même décider de ce qu'on fait avec notre argent, de ce qu'on fait avec nos lois, puis de ce qu'on fait avec les traités internationaux qu'on signe. On pourrait être enfin sur la carte du monde, puis traiter d'égal à égal avec tous les autres pays, pas avec le Canada qui parle en notre nom, mais nous autres mêmes. C'est le temps là, de prendre nos propres ailes. C'est le temps de se donner un projet collectif qui va faire avancer le Québec de manière prospère, mais aussi de manière culturelle, un peu de se distinguer là, dans tout cet échiquier politique. Est-ce que vous avez une échéance pour ça?
Dans un premier mandat, le cadre financier est déposé aujourd'hui. Dans un premier mandat d'Option nationale, l'exemple qu'on serait élu majoritaire, d'ici 2016-2017, on ferait l'indépendance du Québec en rapatriant loi, impôts, traités. Puis le cadre financier nous permettrait de sauver 1 milliard de dollars juste en faisant ça. Ensuite de ça, on pourrait décider de comment on investit notre argent dans ce Québec qui serait le nouveau pays. Puis je pense qu'on a juste à gagner là, à faire ça. Justement, ça rejoint un peu ma prochaine question. Il y en a plusieurs. La quête numéro 1, de ce que j'ai l'impression par rapport à l'indépendance, c'est au niveau économique. Qu'est-ce que vous répondez qu'est-ce que vous avez comme solution au niveau économique? J'entends beaucoup parler les gens de la dette quand ils nous parlent de l'indépendance du Québec. Ils nous disent « Ah, on est trop endettés » puis tout. Si on compare le Québec, exemple pays, avec la moyenne des pays de l'OCDE, on est moins endetté que ces pays-là, puis on est plus riche que la moyenne des pays de l'OCDE aussi. Donc, présentement, le Québec est en meilleure posture que la moyenne des pays industrialisés. Ce qu'on se rend compte aussi, c'est que demain, le Québec veut redresser son économie. Toutes les partis nous disent qu'il faut redresser l'économie, mais on n'a même pas la moitié de nos outils pour arriver à le faire. On est toujours régi par des lois qui viennent du fédéral, on est toujours régi par des normes qui viennent du fédéral, puis il y a la moitié du financement pour la part des subventions, par la part des projets qu'on veut faire, qui doit venir d'Ottawa. Si on veut finir la 185, c'est à cause que l'anneau de glace est à Québec, puis qu'on n'a pas d'argent. C'est tout le temps des questions à cause du fédéral. Puis je pense que c'est le grand temps de se donner les outils complets pour développer notre économie, puis de relever le Québec. La dette publique du Québec, là, si on veut la rembourser, il n'y a pas 7000 solutions. Il faut nous autres même prendre les décisions qu'on veut, investir dans ce qu'on veut au Québec, puis c'est comme ça qu'on va se redresser. Présentement, le Québec, on souffre d'un mal qui s'appelle le syndrome hollandais. Le Canada entier en souffre. Ça vient du fait, dans le fond, que l'industrie pétrolière est tellement forte, les investissements dans le pétrole sont tellement forts que le dollar canadien augmente. Ce que ça crée présentement, c'est que des manufactures partout au Québec et en Ontario ferment. Puis ça, c'est à un rythme effréné. Puis on s'en est rendu compte dans d'autres pays aussi. Exemple, au Chili, ils ont développé le pétrole, puis il y a plein de manufactures qui ont fermé à cause de l'augmentation du dollar du pays. Puis au Québec, demain, on n'aurait pas cette industrie pétrolière-là, des sables bitumineux qui nous nuiraient à nos manufactures, bien, l'économie du Québec se porterait déjà mieux. Sur l'indépendance, comment vous l'associez à une démarche vers une réforme démocratique? On sait que d'autres partis proposent une assemblée constituante, puis ensuite l'indépendance, ou d'autres, l'indépendance, après ça une assemblée constituante. En tout cas, comment vous vous situez? Parce que ça préoccupe les jeunes qui sont descendus par milliers dans la rue en 2012, là, vous en étiez, parce qu'il n'y avait pas d'autres moyens de faire valoir leurs opinions à ce moment-là. Chez Option nationale, dans le fond, après le rapatriement des lois des impôts des traités, on écrirait une constitution du Québec qui serait entérinée par la population. Cette constitution-là serait fabriquée, dans le fond, elle serait issue même de la société, dans le fond, parce que le plus de gens possible seraient invités à venir participer à cette constitution-là. Puis dans la constitution, ça serait clair, c'est obligatoire, ça serait dans l'optique de devenir un pays, dans le fond. Les gens qui viendraient seraient au courant que c'est dans l'optique de faire un Québec souverain, une constitution pour un Québec souverain, l'indépendance. Donc, cette forme-là, dans le fond, de questionnement de la population, ça serait la façon, justement, aux jeunes qui étaient dans la rue, aux personnes plus âgées, de venir dire leur point de vue. La façon dont ça se ferait exactement, la consultation n'est pas complètement déterminée, mais c'est certain que le plus grand nombre de personnes seraient consultées. Je ne sais pas si ça serait une assemblée constituante ou exactement de quelle façon, mais le but, c'est clairement décrit dans la plateforme nationale, c'est de rencontrer le plus de gens possible puis d'inviter le plus de gens possible à venir donner leur point de vue sur cette constitution du Québec. Une région comme la région des Basques, la MRC des Basques, qui est une région ou une MRC qui se retrouve entre deux grands pôles importants là, du Bas-Saint-Laurent, soit Rivière-du-Loup et Rimouski. Si on veut économiquement demain matin être capable de développer un pôle de même, quelles seraient les options que vous pourriez proposer à la population de la MRC des Basques pour essayer de développer éventuellement une économie qui pourrait réussir à attirer des jeunes? Je ne suis pas un spécialiste des Basques, c'est certain. Je ne suis pas la personne qui connaît le plus la région. Donc, je ne sais pas c'est quoi les projets les plus importants pour la région. Mais ce qui est certain, c'est que dans cet effet de décentralisation-là que je parlais vers les régions, il y aurait un pouvoir qui appartiendrait aux Basques aussi.
Le Témiscouata aussi aurait sa vague de pouvoir. Puis ce qu'on veut en décentralisant, c'est pas d'envoyer tous les centres régionaux vers les grosses métropoles, les petites métropoles, on va dire. Le but, c'est pas d'envoyer ça vers Rivière-du-Loup ou Rimouski. Le but, c'est d'envoyer ça vraiment plus en région, pour que les gens de région puissent investir dans leur domaine. Fait, ce que ça ferait, c'est que les gens, exemple des Basques, pourraient avoir un montant d'argent issu de la nationalisation des ressources naturelles, issu de l'argent qu'on débloquerait, dans le fond, qui arriverait d'Ottawa parce qu'on n'enverrait plus d'impôts là-bas, mais qu'on investirait au Québec au lieu de ça. Puis cet argent-là, il serait investi par les gens de la communauté des Basques dans les Basques. Je ne sais pas exactement sur quoi que les gens, dans le fond, décideraient d'investir. Je ne suis pas un spécialiste de la région, mais ce qui est certain, c'est que c'est les gens de la région qui décideraient. Là.